Merci beaucoup Laurent, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de l'invitation pour discuter avec vous de deux questions effectivement importantes pour le décubitus ventral. Quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on arrête? Je n'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et on va commencer donc par la première question. Quand est-ce qu'on est amené à poser l'indication et à débuter le décubitus ventral? Et on va considérer deux situations, l'hypoxémie et d'autres situations. Alors l'hypoxémie, c'est en effet la situation la plus fréquente au cours du SDRA, dans laquelle on va être amené à considérer donc le début, l'indication du décubitus ventral, donc hypoxémie qui est basée sur l'évaluation, qui a des limites, du rapport PO2 sur FiO2. Et le rationnel pour ça, il est assez clair. Donc l'hypoxémie résulte au cours du SDRA d'un shunt intrapulmonaire très important, qui est lié au fait qu'on a une perte de poumons aérés et une augmentation de tissu pulmonaire qui explique donc ce shunt. Et on a montré que le décubitus ventral, clairement, est capable de réduire de façon importante le shunt intrapulmonaire et ainsi d'améliorer l'oxygénation sanguine, et ceci sans surdistendre le poumon, en préservant l'état hémodynamique. Et s'il n'y a pas de contre-indication au décubitus ventral de plus en plus rare, donc on peut être amené à démarrer donc le décubitus ventral chez ce patient avec SDRA. Tout le problème, ça va être donc la discussion du seuil d'hypoxémie, donc de rapport PO2 sur FiO2, auquel on va être amené à retenir l'indication de décubitus ventral. Et pour ça, on va regarder ce qui a été fait dans l'Evidence-Based Medicine. On a à ce jour 5 essais relativement larges sur la question qui ont comparé décubitus ventral à décubitus dorsal. Et vous avez ici les différents seuils utilisés dans des études qui ont utilisé l'ancienne définition du SDRA. Vous voyez qu'on est entre des seuils variables en termes de P sur F et également en termes de PEP. À noter que dans la dernière étude Prozeva, ici, nous avions en plus une phase de stabilisation qui était préservée, donc pour confirmer le SDRA 12 à 24 heures. Donc on a un certain nombre de seuils à différentes PEP, et ici c'est un résumé de ce qui a été trouvé au cours des 4 premiers essais, donc qui montre qu'on n'a pas à l'échelon individuel de différences significatives sur le plan statistique de mortalité entre chacun des deux groupes, donc le groupe décubitus dorsal à gauche, le groupe décubitus ventral à droite. Et dans les deux études italiennes, il y a eu une recherche a posteriori de seuil critique de P sur F où le décubitus ventral aurait pu avoir un intérêt. Donc ça avait été trouvé au seuil de 88 dans la première étude de Gattinoni et de 100 dans la deuxième étude italienne. Ça n'avait pas été étudié dans les études, la première étude française et dans l'étude espagnole. Ces 4 essais ont été méta-analysés à l'échelon individuel, et ce qui a été mis en évidence, c'est un signal positif en faveur du décubitus ventral sur la survie chez un sous-groupe de patients qui a un P sur F inférieur à 100 mm de mercure. Dans l'essai Prozeva, donc encore une fois où c'était des patients très sélectionnés, nous avions obtenu donc un gain significatif sur le plan statistique et clinique en faveur du décubitus ventral. Les patients avaient reçu en moyenne 17 heures consécutives de décubitus ventral par séance, en moyenne 4 séances par patient, en moyenne pendant une semaine, avec une forte concentration de la dose, puisque pendant ce temps dévolu au décubitus ventral, 75% du temps est effectivement dédié au décubitus ventral. Et en outre, il n'y avait pas eu d'arrêt du décubitus ventral s'il n'y avait pas eu d'amélioration de l'oxygénation sanguine. Il y avait eu arrêt du décubitus ventral, si on y reviendra, il y avait eu dégradation gazométrique. Quand on a regardé rétrospectivement la distribution de la mortalité en fonction de quartile de P sur F, on voit que le quartile n'a pas d'impact significatif. Par contre, la position, oui. Et on voit qu'à chaque quartile, on a un gain significatif de mortalité en faveur du décubitus ventral qui est en blanc ici, et notamment dans ce quartile, entre 105 et 124, c'est là où on a le plus gros écart de mortalité entre les deux groupes. Vous observez également que chez ces patients, le premier quartile est caractérisé par des hypoxémies très très importantes, donc entre 45 et 87 mm de mercure. Par ailleurs, Albert, qui avait repris nos données, n'avait pas trouvé de corrélation entre la réponse de la première séance de décubitus ventral, aussi bien sur l'oxygénation que sur la PCO2, et la survie de ces patients. Les experts donc, qui ont présidé à la définition de Berlin que Giacomo a rappelé tout à l'heure ont élaboré un deuxième article où ils ont corrélé l'intensité thérapeutique en fonction de la sévérité du SDRA. Donc plus on va vers la droite, plus on a un SDRA sévère. Et les experts à ce stade avaient validé l'indication de décubitus ventral en dessous de 100 mm de mercure de P sur F sur la base de la méta-analyse sur données individuelles. Les experts de 3 sociétés savantes se sont ensuite réunis plus récemment et ont élaboré également des recommandations d'experts en affirmant une recommandation forte pour le recours au décubitus ventral en dessous de 100 mm de mercure
de P sur F est simplement conditionnelle, donc un peu relative, au seuil de 150 mm de mercure de P sur F. Alors nous avions fait récemment une étude ad hoc avec la Société européenne et le réseau REVA, l'étude APRONET, où on a regardé les pratiques sur des enquêtes de prévalence un jour donné répétées 4 fois, et on s'est rendu compte, ici vous avez l'odd ratio d'être en décubitus ventral en fonction du P sur F, qu'effectivement vous avez 5 fois plus de chances quand vous avez un SDRA d'être sur le ventre. Si vous avez un P sur F inférieur à 100, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas être sur le ventre si vous avez un P sur F entre 139 et 295. Et il y a une zone d'incertitude ici entre 101 et 138 où l'odd ratio n'est pas significatif. L'interprétation, c'est que finalement, les cliniciens, quelque part, suivent les recommandations des experts, c'est-à-dire qu'au seuil de 100 mm de mercure de P sur F, effectivement, les patients ont une très forte chance d'être mis en décubitus ventral. Donc ça, c'était l'exploration de la première situation dans laquelle on met le patient sur le ventre, donc l'hypoxémie. Il y a d'autres situations, finalement, qui peuvent faire discuter la mise sur le ventre au cours du SDRA. La deuxième, c'est lié au fait que, de façon même maintenant plus importante que l'effet sur l'oxygénation sanguine, on a la protection pulmonaire, qui est liée à l'hétérogénéité de la distribution de la perte de volume aéré, du stress et du strain. Et on sait que le décubitus ventral est capable d'homogénéiser le stress et le strain, de diminuer la téléctrauma. Ça a été montré dans différentes études. Et effectivement, il y a très probablement un lien entre la sévérité de l'hypoxémie et la protection pulmonaire, mais ce lien, finalement, il n'est pas obligatoire. Il y a peut-être une désynchronisation entre l'importance de l'hypoxémie et finalement la protection pulmonaire. La protection pulmonaire peut être indépendante de l'effet sur l'oxygénation sanguine. Ça, c'est une première situation, disons, générale. La deuxième situation, c'est finalement, est-ce que le décubitus ventral est capable de prévenir et ou de traiter un cœur pulmonaire aigu au cours du SDRA? Donc c'est une question qui n'est pas résolue. Antoine Villard-Baron cherche à développer un essai randomisé sur ce thème. Quand on regarde quels sont les facteurs de risque ici de survenue d'un cœur pulmonaire aigu, bien on voit c'est l'hypoxémie au seuil de 150 et la PCO2 au seuil de 48. Le décubitus ventral, ça serait une bonne manœuvre dans ce contexte. D'une part, parce qu'il pourrait faire une économie de PEP, finalement, donc du coup réduire un impact défavorable sur la post-charge du ventricule droit, améliorer également des facteurs dont on sait qu'ils augmentent les résistances vasculaires pulmonaires, c'est-à-dire l'hypercapnie et l'hypoxie, et également en augmentant la CRF et en recrutant du poumon, on va augmenter le volume pulmonaire aéré, et on sait qu'il y a une relation entre le volume pulmonaire aéré et la résistance vasculaire pulmonaire. Mais à ce jour, on n'a pas de preuve pour ça. Il y a une autre situation dans laquelle on pourrait discuter la mise sur le ventre, c'est en prenant en considération la morphologie pulmonaire. C'est le cœur de l'étude LIFE de Jean-Michel Constantin, finalement, dans lequel les patients qui ont, à la randomisation, au moment du diagnostic de SDRA, un SDRA focal ou lobaire, vont être dirigés dans le bras décubitus ventral. Donc on attend les résultats définitifs de cette étude. Et puis il y a une dernière situation, c'est à l'autre spectre finalement du SDRA, c'est le SDRA léger. Et quand on reprend donc une étude très intéressante, un autre sous-produit de LungSafe, c'est la reprise, donc ça a été fait par TAIFAM. Les 580 SDRA légers ont été regardés sur leur devenir après la première semaine. On a 3 possibilités évolutives, donc amélioration gazométrique, 18% des patients, mortalité 10%, stabilisation gazométrique, incidence 36%, mortalité qui monte brutalement à 30%, et puis dégradation gazométrique, donc le P sur F passe en dessous de 200, et donc dans ce cas-là, on a 46% de survenue, donc c'est quand même fréquent, et 37% de mortalité chez ces patients. Ici, vous avez les facteurs de risque de la dégradation gazométrique de ces patients qui ont un SDRA initialement léger. Donc on a la poursuite de la dégradation gazométrique, du P sur F, certes, et puis l'augmentation de la pression maximum. Donc du coup, il pourrait être intéressant de tester le décubitus ventral dans cette situation particulière, c'est-à-dire de patients qui ont un SDRA léger, mais qui s'aggravent. Effectivement, les données antérieures sont contre. On a vu qu'il n'y a pas d'effet entre 100 finalement et 300. Mais ce sont des anciennes études, et là, on aurait un sous-groupe particulier de malades. Et avec Nicolas Terzi à Grenoble, donc on va déposer une lettre d'intention au PHRC pour tester le rôle du décubitus ventral sur cette catégorie particulière de patients, donc des légers qui ne s'améliorent pas. Alors, donc ça, c'était la fin de l'exploration de la première question. La deuxième question, c'est quand est-ce qu'on arrête? Donc il y a 2 situations à considérer. Quand est-ce qu'on arrête la séance, c'est-à-dire en pratique, finalement, quelle va être la durée optimale de décubitus ventral, et quand est-ce qu'on arrête le traitement décubitus ventral globalement. La question de la durée du décubitus ventral, la séance, disons l'arrêt de la séance, il y a 2 lignes d'arguments qui sont en faveur de séances prolongées. Tout d'abord, l'évidence-based médecine, donc cette méta-analyse de Sachim Soud qui montre que
Les 6 essais dans lesquels le décubitus ventral durait au moins 16 heures par jour avaient une réduction significative du risque de décès. Et par contre, les 4 essais dans lesquels la durée de décubitus ventral était inférieure à 16 heures avaient un risque relatif qui n'était pas significatif, donc il n'y avait pas d'effet sur la mortalité. Et la deuxième ligne de preuve, c'est plus physiologique. C'est une étude qu'on a conduite l'an dernier dans 2 centres avec Barcelone, sur 38 patients avec SDRA, qu'on a mesuré sur le dos, mais aussi précocement sur le ventre, au bout de 2 heures, et tardivement, donc au bout de 16 heures. Et on s'est rendu compte, en testant en plus 2 stratégies de PEP, et ici vous avez donc la phase tardive de la séance de décubitus ventral, donc au bout de 16 heures, quelle que soit la PEP, vous voyez que le rapport PaO2 sur FiO2 s'est amélioré significativement par rapport à l'état initial, la PCO2 a continué à diminuer, la compliance du poumon sternal, donc de la région dépendante en décubitus ventral, s'est améliorée, mesurée en EIT. Et puis le volume pulmonaire téléexpiratoire, la CRF, également s'améliore au cours du temps. Donc finalement, on a des arguments pour montrer que sur 16 heures, finalement, on a une poursuite de l'amélioration continue qui est probablement en faveur d'un recrutement avec le DV au cours du temps et d'un recrutement fonctionnel puisqu'on a une amélioration gazométrique. Le deuxième argument à regarder pour l'arrêt cette fois-ci du traitement des décubitus ventral, c'est de retourner à nouveau vers l'évidence-based medicine. Donc sur les 5 essais, finalement, les critères d'arrêt, c'était les critères un peu inverses des critères d'entrée. Dans le premier essai italien, c'était lorsqu'on avait des P sur F qui étaient supérieurs à ce qu'ils étaient à 200 et à 300 en fonction de la PEP. Dans notre premier essai sur le décubitus ventral, qui portait en fait sur l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique en général, on arrêtait le décubitus ventral si on avait une dégradation du P sur F sur 2 séances consécutives, si on avait une complication sévère attribuable au décubitus ventral, si on avait une amélioration gazométrique, donc sur ces critères. Dans l'essai espagnol, excusez-moi, le décubitus ventral était arrêté au seuil de 70 de PaO2 pour une FiO2 de 45%, une PEP de 5. Dans le deuxième essai italien, le décubitus ventral était arrêté au moment de la guérison de l'insuffisance respiratoire aiguë, ce qui en pratique a fait maintenir le décubitus ventral de façon finalement assez prolongée. Et dans notre deuxième essai, donc c'était les mêmes critères que sur le premier, mais on avait un petit peu affiné l'amélioration, c'est-à-dire que cette amélioration était évaluée sur le dos, au bout de 4 heures sur le dos. On testait par cette mesure la sevrabilité du décubitus ventral dans cette étude. Et puis enfin, on va avoir aussi des critères de décision d'arrêt du décubitus ventral à l'autre spectre du SDRA, c'est-à-dire quand on a à changer de stratégie, à augmenter l'intensité thérapeutique, donc en accord avec l'étude EOLIA, donc si on a une hypoxémie très très sévère ou une acidose respiratoire pendant plus de 6 heures, en notant que dans cette étude, simplement 59% des patients avaient eu du décubitus ventral avant l'inclusion. Donc pour conclure, donc on a des arguments en faveur pour utiliser le décubitus ventral en dessous de 150 mm de mercure avec deux niveaux dans le spectre, des hypoxémies très très sévères où le décubitus ventral est un moyen très puissant d'améliorer l'oxygénation sanguine. Donc c'est une technique de sauvetage précoce qui permet d'éviter l'ECMO. Et puis sur le pôle un petit peu moins hypoxémie sévère, on a toujours l'effet sur l'oxygénation, mais il est peut-être moins prégnant, mais on a l'effet sur la préservation hémodynamique, voire même l'amélioration hémodynamique et la protection pulmonaire. On n'a pas d'évidence à ce jour pour utiliser le décubitus ventral en se basant sur la morphologie pulmonaire ou pour prévenir ou traiter un cœur pulmonaire aigu, et également dans le SDRA léger, mais des études sont en cours. Et nous avons donc des arguments pour utiliser donc, le décubitus ventral pour des séances très prolongées, mais sur une courte période. Et pour conclure, je voulais dédier ce topo à mon ami Philippe Gossorg, donc, qui est un ancien réanimateur de la Croix-Rousse à Lyon, qui a beaucoup fait pour le décubitus ventral et qui est en train de lutter contre un mal implacable qu'il a contracté l'année de sa retraite professionnelle, c'est-à-dire l'an dernier. Je vous remercie de votre attention, à nouveau de l'invitation.